Place maintenant au focus. Nous vous emmenons aujourd'hui en Inde. Cela fait près d'un an que Narendra Modi est Premier ministre et l'arrivée au pouvoir de son parti nationaliste hindou donne des ailes aux ultranationalistes religieux. Dans leur viseur, les musulmans et les chrétiens. Leurs actions radicales, vous allez le voir, se multiplient. C'est un reportage signé Mandakini Gallo, Nishru Singhi et Camille Le Pomelec. Des foulards safrans comme symbole de leur identité religieuse, ces hommes appartiennent à un groupe d'autodéfense hindou. En patrouille, ils se rendent dans un village de l'Uttar Pradesh, alertés par une affaire qui les inquiète. Nous avons entendu des rumeurs qui disent que des familles ici ont été forcées de se convertir au christianisme il y a quelques jours. Alors on est venu pour savoir pourquoi et comment ils se sont convertis. Dans les villages de la région, ces hommes sont bien connus pour leurs opinions religieuses extrémistes et aussi pour leur solide réseau d'informateurs. À leur arrivée, les habitants se hâtent de les rassurer. Je leur ai déjà dit que nous ne voulons pas nous convertir, mais ils continuent de venir. Dans ce village, aucun hindou ne s'est converti, mais des missionnaires chrétiens sont venus prêcher dans cette communauté. Une menace suffisante pour ces hommes. Nous sommes prêts à mourir pour notre foi et nous ne laisserons jamais un hindou se convertir. Aju Chouhan s'est fait connaître il y a quelques mois lorsque son groupe, le Bajrang Dal, a organisé la conversion collective de 15 familles musulmanes. Ce qui a suscité de vives polémiques dans un pays où vivent plus de 150 millions de musulmans. Des questions se posent sur ces conversions. Ont-elles été forcées ou sont-elles volontaires? Des cérémonies qui se sont multipliées en Inde ces dernières semaines. Ces extrémistes hindous appellent cela une reconversion. Le retour à l'hindouisme pour ceux dont les ancêtres ont adopté l'islam il y a plusieurs siècles. Nous sommes allés à Agra rencontrer la communauté des éboueurs musulmans, une des plus pauvres de la ville. Ils ont été les premiers à être reconvertis. Shahida était l'une d'entre eux. Elle nous raconte qu'il y a quelques mois, ils ont tous été invités par le Bajrang Dal à une cérémonie. Ils nous ont proposé des cartes de rationnement alimentaire pour qu'on y aille. Comme nous sommes très pauvres, nous avons accepté. On pensait que cette carte nous aiderait, mais nous ne savions absolument pas qu'ils allaient nous convertir à l'hindouisme. Ces conversions en échange d'argent ou d'avantages financiers sont interdites en Inde. Aujourd'hui, Shahida et les autres habitants de son quartier ont rejeté cette conversion. Ils ont décidé de rester musulmans. Depuis un an, depuis la victoire écrasante du BJP, le parti nationaliste hindou, aux élections législatives, les groupes d'extrémistes comme celui d'Aju Chouhan se sentent toujours plus en confiance et toujours plus légitimes. Depuis que notre Premier ministre, M. Modi, a été élu, les hindous ont enfin quelqu'un pour promouvoir leur cause. Certains nous appellent des terroristes safrans. Mais les hindous ont toujours courbé les chines quand quelqu'un attaquait notre communauté. Maintenant, il faut que ça change. C'est aux autres de faire profil bas et de longer les murs. Narendra Modi a fait ses classes dans le plus grand mouvement nationaliste du pays, le RSS. Mais il a su gagner les élections en promettant le retour de la croissance économique. Critiqué pour son silence au sujet des hindous les plus radicaux, le Premier ministre a récemment appelé à l'unité de son pays. Personne dans ce pays n'a le droit de discriminer pour des raisons religieuses. Arrêtons de nous battre entre communautés. Les hindous et les musulmans doivent s'unir pour lutter contre la pauvreté. Mon gouvernement n'a qu'une religion, c'est l'Inde avant tout. Les groupes extrémistes hindous ont également commencé à utiliser l'éducation publique comme un outil d'endoctrinement. C'est cet homme, Dinanath Batra, qui à 86 ans est à la tête du comité de réforme de l'éducation en Inde. Il a récemment réussi à introduire les textes sacrés de l'hindouisme au programme scolaire. Si vous voulez forger un caractère, vous ne pouvez pas le faire sans la religion. C'est pour ça que des études religieuses sont essentielles. Nous avons besoin d'une éducation de qualité et la première étape est la réécriture complète de tous les livres d'école. Les vastes réseaux des groupes hindous et leur mobilisation ont largement contribué à l'élection de Narendra Modi. Les garder sous contrôle sera désormais le nouveau défi du gouvernement indien.
Et pour aller plus loin sur le sujet, nous sommes avec Jean-Luc Racine. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'Inde. Alors, première question pour bien comprendre. Le BJP, le parti du Premier ministre Modi, c'est l'émanation politique d'une mouvance idéologique nationaliste hindoue. On l'appelle Hindutva, si je prononce bien. Pouvez-vous nous expliquer ce que dit cette doctrine ? Alors, l'Hindutva, c'est une conception qui a été formulée dans les années 20 par un des idéologues de ce qu'on appelle en Inde le Sangh Parivar, c'est-à-dire en fait la famille élargie de tous les groupes qui se reconnaissent dans cette idéologie, le BJP étant en quelque sorte le bras politique de cette idéologie. Le cœur de leur vision de l'Inde, c'est que l'Inde, d'une part, est indissociable de l'hindouisme, mais que ce qui est en cause, c'est moins des pratiques religieuses, des rituels, des croyances, que véritablement une conception de la nation supposée exister depuis les premiers textes, les Védas, donc il y a plusieurs milliers d'années, d'une Inde qui se reconnaît dans un territoire entre l'Himalaya et la mer. C'est une vision parfaitement idéologique, qui a évidemment certains fondements historiques. On ne peut pas évidemment comprendre l'Inde sans la place qu'a l'hindouisme, mais en réalité, il y a une différence majeure qui est faite entre les diverses religions qui sont nées en Inde, l'hindouisme, le bouddhisme, le sikhisme, le jaïnisme, et puis celles qui sont, entre guillemets, importées de l'étranger, comme l'islam et le christianisme. On est d'accord que la nature non confessionnelle de l'État indien est inscrite dans la Constitution, donc ça va à l'encontre de la Constitution. Alors, cette position des ultranationalistes. Précisément, lors de la partition de l'Empire des Indes, le Pakistan s'est séparé de l'Inde pour devenir un État musulman, qui est devenu ensuite un État islamique de par sa constitution, mais c'est une autre histoire. L'Inde ne s'est pas présentée comme étant un État hindou, mais un État multiculturel dans lequel chacun est supposé avoir sa place au nom d'une doctrine qu'on dirait en français de la laïcité, qu'on appelle, selon un terme britannique, le sécularisme, qui fait que toutes les religions sont reconnues et que l'État peut même donner certaines concessions aux minorités religieuses, en matière d'enseignement, par exemple, ou en matière de droit privé. Et c'est cette conception qui est battue en brèche par le noyau dur de ce mouvement pour l'Hindutva, pour l'hindouité, dont l'organisation majeure et le RSS, une organisation donc elle aussi fondée dans les années 20, qui veut une Inde forte, appuyée sur cette identité nationale reconstruite au fil du temps et qui véritablement a un contrôle sur tout un réseau d'organisations dont certaines jouent le jeu démocratique politique et d'autres sont beaucoup plus extrémistes. Alors justement, le Premier ministre Narendra fait partie de cette organisation que l'on peut dire peut-être organisation paramilitaire du RSS. Quelle est la position de ce Premier ministre ? On a vu dans le reportage qu'il appelle à la défense des minorités religieuses et d'un autre côté, il fait partie de ce RSS. Si j'ose dire, il est né dedans, c'est-à-dire que très jeune, il est entré, comme beaucoup d'Indiens, il est entré dans cette organisation qui a quelques 40 000 branches ou succursales à travers tout le pays, qui travaille en direction de la jeunesse, qui mène des programmes sociaux qui évidemment lui assure une audience considérable au-delà de la dimension purement idéologique. Narendra Modi, c'est un enfant du RSS, c'est un enfant de cette communauté idéologique. Alors est-ce qu'avec lui, les minorités musulmanes et chrétiennes, pardonnez-moi de vous couper, sont menacées avec un Premier ministre qui fait partie du RSS ? Alors bon, Modi a derrière lui évidemment ce qu'on a appelé le pogrom anti-musulman de 2002, qui a éclaté alors qu'il était aux commandes d'un des grands États indiens, le Gujarat. Mais en réalité, il est aujourd'hui dans une position très difficile parce que d'un certain côté, évidemment, il reste fidèle à son idéologie. De l'autre côté, c'est un homme politique
Il a eu besoin du RSS pour mener la campagne électorale. Ce sont des gens dévoués. Mais en même temps, il sait très bien qu'il a été élu sur une carte qui est beaucoup moins idéologique que la carte « moi je gouverne, moi j'amènerai le développement, moi j'amènerai des emplois, moi j'ouvrirai l'Inde à la compétitivité mondiale ». Et donc, il va falloir qu'il trouve la ligne de crête, le juste milieu entre son ancrage idéologique et son programme électoral. Merci beaucoup Jean-Luc Racine pour cet éclairage très intéressant sur l'Inde. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS. Merci beaucoup.